Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée au bilan des 8 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le secteur agricole. Nous faisons l'exercice avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame Godot. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon confrère de la télévision Canal 3 Bénin, Wahab Ali Para. Wahab, bonjour. Cécile, bonjour. Dans une première séquence, nous avons déjà abordé les réformes majeures enregistrées dans le secteur de l'agriculture, les performances par sous-secteur avant et après 2016. Et parlant justement de performances par sous-secteur, on va aborder à présent celles enregistrées dans le sous-secteur production animale. Wahab. Oui, on va parler de la production animale, ce qu'on va retenir. Le ministre se montre disponible pour nous accompagner, mais avant, on jette un coup d'œil pour partager cette image. La transhumance à la recherche de pâturage pour les ruminants, un mode d'élevage source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Dans le but de réduire les effets pervers de cette pratique, le gouvernement du Bénin a initié avec l'appui de la BOAD le PROCER, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Depuis sa mise en œuvre en 2020, le PROCER a provoqué une profonde transformation dans les habitudes d'élevage. Les opèles, ils se promènent dans la brousse et nous sommes ici. On se repose, nous, avec les bœufs, on ne va pas disparaître par ici, on reste ici toujours. Les animaux ne bougent pas, ils sont sur place. Il y a l'eau ici, c'est-à-dire ils boivent ici et ils mangent ici. Ils se déplacent parce qu'ils de long distance. Mais quand même là, le lait qu'on rentre de traiter là, même tu peux promener ici jusqu'à Togo, ça n'arrive pas même atteint pour nous là. Tous ceux qui ont bougé, leurs animaux s'ils reviennent, ils voient que nous on est mieux que eux qui sont partis. Donc ça a commencé par donner une leçon. Grâce à l'appui de la production fourragère, les ressources alimentaires du bétail sont disponibles et accessibles. Aujourd'hui, vous allez dans plusieurs campements, nous avons des fourrages. Ils nous ont aidés à installer, c'est eux-mêmes, c'est le projet PROCER qui met tout à la disposition. C'est en quelque sorte amener les éleveurs à s'habituer. Sur notre ferme, au total, aujourd'hui, nous avons au moins une quinzaine d'hectares de fourrage, dont 10 hectares et demi de panicum, 3 hectares de mukuna et 1 hectare et demi de pois d'Angole. Et tout ça là, c'est grâce à PROCER que nous avons eu la semence. Au-delà de la question de la sédentarisation, le PROCER ambitionne aussi contribuer à l'amélioration des produits animaliers et à la sécurisation des exploitations pastorales. Les résultats déjà obtenus sont parlants. Si vous bougez un peu vers l'est ici, vous allez voir des femmes qui vont vous dire qu'elles ont le lait parce que les bœufs ne sont pas partis loin. Ça veut dire que avec ça, nous allons arriver à développer des activités génératives de revenus. Aujourd'hui, je peux dire que je félicite PROCER. Ce que nous ne pensons pas que c'est une réalité, c'est devenu vraiment quelque chose de valeur. Donc merci beaucoup. Si on peut étendre ça partout, je crois que ça va régler beaucoup de choses. Ce projet, dont l'exécution s'étend sur 5 ans, a ciblé tous les acteurs de la chaîne. Des éleveurs de ruminants aux commerçants de produits animaliers, en passant par ceux qui les transforment. Alors, Monsieur le ministre, nous avons vu ce reportage, n'est-ce pas, qui est en quelque sorte une synthèse de la production animale. Quel commentaire cela vous inspire? Le PROCER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Aliborie seul, pourraient descendre un peu dans la région de Borgou, mais ils ne dépasseraient jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement.
c'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Il n'est pas question de dire on a fait claustration des animaux, on les a figés sur place. Non, ce n'est pas encore cela. Mais les animaux ne doivent plus aller sur de longues distances. Et vous avez c'est réduit au mieux leur déplacement. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme, qui n'est plus un projet, ce programme, est que dans une première phase, nous habitions les gens à changer de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De deux, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin, on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire, ce qui ferait que même par rapport aux voisins immédiats, n'auront pas. Mais en attendant, il y a lieu de commencer progressivement pour sécuriser les espaces sur lesquels ces éleveurs sont. Généralement, on dit, c'est des nomades, eux n'ont pas de terre ici. Non. Les gens qui ont vécu quelque part 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou bien ils sont même, leurs parents sont nés là, eux-mêmes sont nés, on a dit qu'ils n'ont pas de terre. Non. L'État organise maintenant la sécurisation foncière pour que les espaces qu'ils occupent et qui sont délimités rentrent dans le patrimoine de l'État et l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent exploiter à des fins agropastorales. La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la possibilité de vendre ces domaines-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il y a même des exploitations où les gens peuvent produire le fourrage, emballer et vendre. Bientôt, nous aurons des kiosques fourragers. Comme nous avons les kiosques de pain, on aura des kiosques où vous allez, des gens qui ont un mouton, 2 moutons à la maison, où on a acheté pour garder pour quelques jours avant de faire les sacrifices qu'il faut. Vous irez au kiosque, vous achetez votre foin, comme on achète l'aliment de chien dans un supermarché, et vous donnez à l'animal à la maison. Voilà les choses que nous sommes en train de faire progressivement. Dans cet élément, il y a un campement pastoral pilote qui est à Gogounou et qui est en construction où nous allons mettre ensemble 98 foyers d'éleveurs. Chaque foyer sur 10 hectares. 5 défrichés et aménagés, ensemencés en fourrage amélioré. 5 autres avec le pâturage naturel pour que la transition se fasse normalement et que les gens vivent. L'avantage, c'est que nous allons voir les gens animer un grand village de plus de 1200 hectares. Ils sont là-dessus, ils mènent toute leur vie, centre de santé, centre de soins, autres là. Bref, procès, c'est la première phase que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui. Et on a des structures qui accompagnent les acteurs qui sont choisis pour mettre en place ces parcelles fourragères et les faire entretenir par les gens. Il faut dire que ça, c'est une première chose que nous avons eu à faire dans le secteur. Une deuxième chose, c'est que avant 2016, les soins vétérinaires étaient couverts à moins de 30%. Les vaccinations, les entretiens et autres. Aujourd'hui, on a développé le mandat sanitaire. Des vétérinaires ou des paravétérinaires sont installés dans nos régions et administrent les soins et font les traitements avec le contrôle de l'État. Quand on a une campagne de vaccination, c'est eux qui prennent en charge avec la direction départementale de l'agriculture pour opérer les zones. Et vous voyez, nous avons aujourd'hui une couverture vaccinale de plus de 60% des ruminants. C'est important et c'est ça qui a amélioré aujourd'hui le cheptel que nous avons
en qualité et en nombre. Il faut dire qu'en aviculture, nous avions de sérieuses difficultés pour approvisionner les éleveurs en poussins d'un jour. De 2017, je vais dire, à 2023, l'État a mis en place plus d'1 million de poussins d'un jour, accompagnés aussi d'aliments de volailles et même des infrastructures d'élevage, les cages et les bâtiments, selon les demandes. Et singulièrement dans le pôle 7, le pôle la TDA 7, nous avons mené ces activités-là de manière intensive pour développer beaucoup d'élevage avicole. Et de ce point de vue, je pense qu'à raison, nous attendons à fermer les vannes pour les produits carnés à base de volaille. Et le dispositif national aujourd'hui est maintenant mis à contribution pour couvrir ces besoins-là. Je dirais que quand nous avons amélioré le taux de vaccination, quand nous avons amélioré un peu l'alimentation, quand nous avons soutenu l'habitat de l'animal, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas s'attendre à des productions assez importantes. Les conditions sont désormais créées et favorables pour que des industriels, des privés s'installent. Et beaucoup ont réveillé leurs anciens poulaillers. Beaucoup s'installent aujourd'hui pour produire l'aliment de volaille, les poussins d'un jour, et puis maintenant l'administration. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'accompagnement technique. Nous devons maintenant innover en matière de conseils agricoles liés au suivi des exploitations d'élevage pour améliorer les performances au niveau de chaque élevage et créer un marché domestique. Il y a de réflexions dans ce sens déjà? Bien entendu, la réflexion, c'est une question de financement. Nous ouvrons le conseil agricole comme support à l'investissement. Et à compter de ce budget 2024, le ministère des Finances nous a autorisé à faire ces recrutements pour avoir le conseil agricole comme support à l'investissement. Je pense que sur ce chantier, les défis majeurs à réaliser aujourd'hui, c'est quoi? C'est pouvoir garantir les semences de bonne qualité. Nous avons des races, lagunaires, borgou et autres, mais la quantité de viande qu'on tire de chaque animal abattu est faible. C'est une question de génétique. Et pour la génétique, soit on importe le sujet vivant pour améliorer la production au niveau des élevages, on peut aussi importer la semence qu'on inocule aux vaches qui sont capables de porter, et nous allons changer beaucoup. Et ça se fera au niveau des lapins, ça se fera au niveau du porc, ça se fera aussi au niveau des bovins pour vraiment améliorer. Et ça a commencé. Nous avons sélectionné pas mal d'élevages aujourd'hui qui vont recevoir des semences de bonne qualité. À cet effet, nous avons un centre d'insémination artificielle qui est basé à la ferme d'Opara et qui avait à peu près 100 inséminateurs. Nous réveillons ce dispositif pour d'abord leur garantir les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des semences, parce qu'il faut les garder sous hydrogène et choses. Nous allons former davantage des inséminateurs et même les éleveurs qui sont capables de faire le suivi de l'insémination pour que dans 1 an, 2, nous ayons beaucoup plus de sujets à viande et de sujets à lait. Lorsque nos vaches donnent 2 litres ou 2,50 litres par jour, alors que d'autres donnent au moins 12 litres, 20 litres, pourquoi pas 40 litres par jour, il y a lieu de dire ne sont pas encore performants en la matière. Le deuxième challenge important, c'est la création des abattoirs. Les abattoirs aux normes pour faire la charcuterie nécessaire. Puis, enfin, la chaîne de froid pour garder le produit, même si on a par exemple à Kalalé, il faudrait que, si le produit doit venir jusqu'à Cotonou pour être consommé sur le marché de Cotonou, il faut qu'il soit frais et dans les conditions normales, la conservation. Et que désormais, aujourd'hui, nous allons faire ouvrir par les secteurs privés des points de distribution de la volaille, une boutique, 2 petits congélateurs et votre pancarte.
Ibis TV, créé pour inspirer.